Et le Ghana a toujours dit que dans cette zone, il y avait une frontière traditionnelle qui a été délimitée. Vous voyez un peu. Et bon, le Ghana se dit avoir des preuves pour soutenir son argument, alors que le Togo a toujours dit que non, ce n'est pas le cas. Il n'y avait pas de frontière qui délimite véritablement cette zone. Donc, si le Ghana aujourd'hui dit avoir des preuves qui soutiennent le fait que cette zone avait une frontière maritime prédélimitée, alors là, c'est le Togo qui pourra s'en mordre les doigts dans cette histoire. Alors, il faut le reconnaître, hein, il faut le dire également, entre le Togo et ses voisins, les règles sont devenues lourdes après la Côte d'Ivoire dans l'affaire Damiba, le Bénin dans quelques affaires intérieures. Voici également le Togo aujourd'hui. Qui provoque qui? Le Togo cherche-t-il des ennemis? Non, c'est un peu trop dire. Le Togo ne cherche pas des ennemis. Chaque pays, comme je venais de le dire, essaie de protéger ses intérêts. Quand nous prenons le cas de Damiba, c'est une situation qui s'était prévalue. Nous savons comment Damiba était venu ici. Après que Ibrahim Traoré l'ait déchu du pouvoir, c'était beaucoup plus le Moro Nabé autre là qui était intervenu auprès du président du Conseil togolais pour que Damiba puisse trouver refuge au Togo. Et donc, quand il était venu et tout ça, bon, il n'y avait pas de problème. Jusqu'à ce que la dernière fois, on l'extrade chez lui. Personne ne sait véritablement ce qui s'est passé. Jusque-là, on n'a pas encore eu de procès, donc Damiba a encore la présomption d'innocence, mais les faits sont que le Togo l'a extradé chez lui. Maintenant, quand nous prenons la relation avec le Bénin, c'est un peu conflictuel. Ce n'est pas une relation de grand amour entre Patrice Talon et M. Faure Gnassingbé aujourd'hui, ou bien entre Lomé et Cotonou, ce n'est pas le grand amour. Et, tel que ça y est, entre-temps avec l'ex-président, bon, les ex-présidents hein, de l'époque de Mathieu Kérékou jusqu'à Ayayi Boni, ce n'est plus la même chose aujourd'hui avec le Bénin, parce que bon, entre-temps, Rekia Madjougou avait travaillé ici. Après, elle s'est rendue au Bénin plutôt pour présenter sa candidature pour les présidentielles. On l'a fait arrêter, comme quoi, bon, elle est venue soutenir les terroristes ou bien une rébellion avec le soutien d'un pays voisin. On n'a pas cité le Togo, mais on savait très bien que bon, Rekia Madjougou il venait du Togo, donc forcément, on est en train de pointer les doigts vers le Togo. Et c'est une situation assez difficile aujourd'hui quand nous prenons aussi avec la Côte d'Ivoire, notamment par rapport à cette brouille qui s'est posée avec l'extradition de Damiba. Bon, on peut dire que ce n'est pas véritablement le grand amour aujourd'hui, mais je ne peux pas dire que le Togo est en train de chercher des ennemis. Chacun essaie d'avoir une certaine position stratégique et géopolitique dans la sous-région. Nous savons que les choses ont beaucoup plus bousculé hein, avec la création de l'AES et surtout le positionnement de la Russie aujourd'hui. Et donc, la situation est beaucoup plus conflictuelle dans la zone entre le Togo et ses voisins immédiats, notamment aujourd'hui avec le Ghana par rapport à cette affaire d'espace maritime et aussi avec le Bénin où il y a encore du réfifi entre le Togo et le Bénin. Mais quand nous prenons les autres pays, notamment le Burkina, le Niger et tout, c'est le grand amour entre le Togo et puis ces pays-là. Donc, justement, ça m'amène à poser cette question. Est-ce que vous pensez que le Togo est devenu indésirable au sein de la CEDEAO ou cherche-t-il à le devenir? Bon, personne ne peut chercher à devenir indésirable. Et je ne peux pas dire que le Togo est indésirable aujourd'hui au sein de la CEDEAO parce que le Togo a un poids. Le poids de père fondateur même de la CEDEAO, c'est très important. Le Togo et le Nigeria sont quand même les fondateurs de cette institution sous-régionale-là. Et donc, même si à un moment donné, le Togo, par ses prises de position, n'avantage pas véritablement la CEDEAO, nous savons aujourd'hui que les maillons les plus forts de la CEDEAO aujourd'hui, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin. Et donc, le Togo a fragiliser sa position au sein de la CEDEAO parce que il s'est beaucoup plus rapproché des pays de l'AES. Et donc, quand c'est comme ça, nous savons très bien que bon, la confiance n'est plus véritablement de mise entre les pays, quand nous savons très bien comment nos pays fonctionnent, avec derrière les puissances, la CEDEAO, c'est beaucoup plus l'Occident qui dirige la CEDEAO. Et aujourd'hui, l'AES, c'est beaucoup plus la Russie qui est derrière, qui apporte quand même son soutien à l'AES. Et donc, vous voyez aujourd'hui que si le Togo se positionne à 70% avec l'AES, c'est tout à fait normal qu'au sein de la CEDEAO, le Togo fait craindre un rapprochement avec ces pays-là, ou bien qu'il y ait de la méfiance de la part des autres pays de la CEDEAO aujourd'hui avec le Togo. Mais chacun essaie d'avoir une certaine position pour ne pas créer des situations. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire aussi, que la position un peu mitigée du Togo hein, par rapport au pays de l'AES a profité un tant soit peu à la CEDEAO. Vous vous rappelez de cette crise entre la Côte
d'Ivoire et puis le Mali, si jamais le Togo aussi s'était positionné en faveur peut-être d'une intervention ou bien était aussi aligné d'une manière aussi dure comme la Côte d'Ivoire et autres là, je ne suis pas sûr. Là, c'est du côté du Niger. C'est du côté du Niger. Et donc aujourd'hui, la situation du Togo a un peu profiter à la CEDEAO en ce temps-là. Mais maintenant, est-ce que ça profite toujours puisque les États sont gouvernés par les intérêts et donc si on ne trouve pas leurs intérêts auprès du Togo, ça va véritablement poser problème. Et donc la position stratégique et géopolitique du Togo aujourd'hui fait en sorte que les autres pays au sein de la CEDEAO vont véritablement se méfier parce que le Togo n'arrive pas à afficher véritablement sa position diplomatique. Cette nouvelle crise ne fragilise-t-elle pas un peu plus l'organisation sous-régionale qu'est la CEDEAO? Bon, la CEDEAO était déjà fragilisée depuis le coup d'État de Mohamed Bazoum et notamment avec les prises de position divergentes et tout ça. On va intervenir, on va pas intervenir. C'est depuis cette époque-là que la CEDEAO s'était beaucoup plus fragilisée. C'est vrai que bon, il y avait beaucoup d'autres pays qui avaient œuvré pour fragiliser cette CEDEAO-là. On sait très bien que à un moment donné, les populations même ne se retrouvaient plus dans cette institution sous-régionale-là parce qu'on s'est dit que non, c'est un syndicat des chefs d'État. Et entre-temps, l'ex-président, celui-là qui a été déchu aussi, Umaru Sissoco Embalo, a eu à le dire que bon, on nous taxe de syndicats de chefs d'État et tout ça. Mais après, ça s'est révélé véritablement que c'est un syndicat de chefs d'État parce que il y a des gens qui violent la Constitution, qui se représentent 3 fois, 4 fois, 5 fois, et puis la CEDEAO ne dit absolument rien. Des gens qui disent ou bien qui décident de fouler au pied le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance qui prévoyait pratiquement 2 mandats ou bien un mandat renouvelable une seule fois au sein de la CEDEAO, des pays de la CEDEAO. Et puis bon, c'était le Togo et puis la Gambie qui avaient refusé. La Côte d'Ivoire avait accepté certes, mais puisque les 2 pays avaient refusé, il n'y avait pas eu cette signature-là. Et donc, la démocratie dans la CEDEAO était bafouée parce que il y a des gens qui se sont dit que bon, la CEDEAO ne leur fera rien puisque la CEDEAO ne disposait pas aussi de forces contraignantes et les différentes missions de supervision et même comment on dit, d'observation des élections ne faisaient pas véritablement son travail. Les gens étaient beaucoup plus dans le déni de mauvaise organisation des élections et donc quand vous prenez pratiquement tout cela, la CEDEAO s'était fragilisée et avec les coups d'État qu'il y a eu dans le Sahel, notamment avec le Mali, où des sanctions que normalement ne devaient pas prendre la CEDEAO et que c'est beaucoup plus l'apanage de l'UEMOA, c'était la CEDEAO qui s'était arroché ce droit-là et donc depuis ce moment-là, juridiquement aussi la CEDEAO s'était affaiblie. Donc aujourd'hui, cette institution-là, personne ne fait plus véritablement confiance à cette institution et elle est devenue fragile et avec de telles relations entre les différents pays, notamment aujourd'hui entre le Togo et puis le Ghana et bon peut-être aujourd'hui entre le Bénin aussi et d'autres pays, entre la Côte d'Ivoire et d'autres pays, c'est non seulement la CEDEAO qui est fragilisée, mais c'est pratiquement tout l'espace sous-régional ouest africain qui est fragilisé. Alors, quelle issue pour ce différend et pour l'avenir du Togo en particulier? Ben, le Togo va exister. Le Ghana aussi va exister, mais qui aura quand même la possibilité de prendre cette zone-là ou bien de gérer cette zone, c'est ce qu'il va falloir trouver. Je pense que la voie de l'amiable, du règlement, l'amiable doit être beaucoup plus mise en avant et que les 2 positions soient assez flexibles parce que je pense que si jusque-là, pendant 8 ans, ils n'arrivent pas à trouver une résolution, ça veut dire que bon, ils sont assez rigides sur leur position. Et ils avaient commencé par discuter entre eux. Après, la médiation est venue. Et si la médiation est venue et que le problème n'est pas résolu, ça veut dire qu'il n'y a pas de flexibilité de part et d'autre. Donc aujourd'hui, il va falloir opter pour la flexibilité parce que quoi qu'on dise, à part les intérêts, il y a les populations. Et moi, je le dis toujours, la meilleure richesse d'un pays, c'est sa population, c'est ses ressources humaines. Et donc, si on arrive à mettre en avant cela et savoir que bon, notre richesse c'est la population, alors là, on va laisser les richesses dans l'eau, sous la terre, un peu partout parce que nous savons très bien que ce sont les populations qui vont travailler pour faire vivre nos nations. Mais malheureusement, c'est difficile et le Ghana a déjà pris une voie arbitrale. Malheureusement, quand c'est comme ça, ça veut dire que bon, avant d'aller porter plainte, vous avez des éléments de preuve. Et donc, si le Ghana arrive à prouver
qu'il y a des frontières traditionnelles qui étaient délimitées et que c'était pour le Ghana, alors là, le Togo n'aura rien d'autre à faire que de se soumettre à la décision de la Cour arbitrale. Merci beaucoup, Monsieur Gabin Diarro. Nous avons discuté ce soir sur la brouille entre le Togo et puis le Ghana. Monsieur Gabin, un mot de fin. Mot de fin, bon, pas grand-chose, hein, juste présenter mes condoléances au corps des journalistes du Togo qui vient encore de perdre des journalistes, notamment Robert Kotogbe, que je connaissais depuis 2008. Donc, toutes mes condoléances à vous et que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup.